Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org et toutes les plateformes digitales qui diffusent cette émission Club des Observateurs. Celle-ci vous parvient tous les mardis et les vendredis à 18 h. Ce soir, nous nous retrouvons pour encore détricoter, si vous voulez donc, les dernières actualités du football, puisque c'est une émission ce soir, 100% football, il faut le dire. Romain Folz n'aura fait comme moi seulement sur le banc du Oroya de Conakry. L'entraîneur franco-sud-africain a été remercié donc par la direction du Oroya de Conakry. Selon justement, on va rester dans l'esprit de la déclaration relayée dans les médias pour faute lourde. Nous avons creusé pour savoir un tout peu sur en profondeur de ce qu'on appelle faute lourde. Nous allons en parler dans cette émission. Et puis également, on va dire la course vers la présidence de la Fédération guinéenne de football est désormais lancée. La commission électorale a lancé l'appel à candidature pour les élections qui sont prévues dans les instances du football guinéen. Il s'agit des districts, les ligues, mais également de la Fédération guinéenne de football. Nous vous proposerons un commentaire sur également sur cet élément, et puis sur ce plateau, les invités auront leur mot à dire. Et puis en coupe de la Confédération africaine de football, la CAF s'est prêtée à l'exercice du tirage au sort cet après-midi. Le seul représentant désormais du football guinéen dans ces compétitions interclubs de la CAF, notamment en coupe de la Confédération africaine de football, l'Académie SOR est située sur ses adversaires. Dans cette émission, nous tenterons de prouver les chances de cette équipe guinéenne. Et puis, le dernier élément à brosser dans cette émission, il s'agit du Mondial 2030. Tenez-vous bien, pour une première fois de l'histoire, la compétition va se jouer dans 6 pays de 3 continents différents. Comment est-ce que cela va se faire? Les messieurs sur ce plateau vont donc se pencher sur cette actualité qui défraie la chronique dans les médias depuis plus de 48 heures désormais. Voilà le menu de cette émission. Marque cette courte pause. Derrière, on revient pour vous présenter les visages des messieurs qui vont m'accompagner dans cette émission. Aucun d'eux n'est à sa première apparition dans le club des observateurs, mais avec ce déménagement de Matoto pour Ratoma, ils sont à leur première dans ce nouveau local de Petit Simbaya. J'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir Al-Khali Chérif Bayo. Bonsoir. Bonsoir Tibola et bonsoir à tous les téléspectateurs du foot 224. Effectivement, de foot 224. Merci. Il faut ajouter le top des médias en fait. D'accord, on verra ça. Hein. Également à ma droite, à ma gauche, Yagouba Mamadou Gallo de FIM et de Maxi Sport 224 avec nous ce soir. Bonsoir Yagouba. Bonsoir Amidou, bonsoir à tous les téléspectateurs de Africa Sport TV. Bien, alors messieurs, l'actualité c'est aussi ce limogeage de l'entraîneur du Oroya de Conakry, Romain Folz, alors que nous présentait quand même un contrat qui allait au-delà d'une seule saison. Malheureusement, juste après un mois, il n'aura officiellement... On sait tous que ce Oroya a perdu beaucoup de joueurs, notamment Khadim Diaw, Papa Abdou, Fodé Kamara qui sont partis. Et avec, beaucoup parlent de crise financière au sein du club, même si le club vit encore, il faudra le souligner. Avec l'arrivée de cet entraîneur, moi j'y étais d'ailleurs lors de la présentation, où on nous avait dit que l'objectif c'était de faire le meilleur résultat possible. C'était ça l'objectif, de faire le meilleur résultat possible. Mais maintenant, on sait que depuis 6 ans, le Oroya a toujours été dans les phases de groupe, soit de la Coupe CAF ou de la Ligue des champions africaine. Et 8 ans, le Oroya a joué être champion de Guinée. Mais d'ailleurs, sur le plan national, le Oroya a été détrôné par le AFI. Puisque le club n'a même pas communiqué officiellement sur cette question et il ne l'a pas
confirmé ni infirmé par médias interposés. Moi je dis que comme tu parles de mince espoir, c'était pas une montagne quand même à déplacer pour le Orea contre un club comme Médiama. Moi, après l'élimination du Orea, je me suis dit que c'est une incongruité sportive. Pourquoi? Parce que Médiama quand même qui n'est pas très régulier dans les compétitions africaines. C'était sa première expérience, hein? Oui, ils ont quand même joué 2 à 3 compétitions sur le continent, mais ce n'est pas une équipe, aussi expérimentée comme le Orea. C'est vrai, le Orea actuellement c'est le jumelage entre la jeunesse et l'expérience, mais moi ce n'était vraiment pas une montagne à déplacer pour le Orea. Dès le début du match, moi j'ai compris parce que le Orea jouait comme une équipe qui ne voulait pas, comme une équipe qui avait déjà son ticket. L'Orea était conforme dans sa position. Il fallait sortir quand même de sa zone de confort et aller provoquer l'adversaire. Mais sauf après avoir encaissé le but que le Orea est sorti de sa zone pour essayer de revenir dans le match. Moi, vous savez, parfois il y a la faute à l'entraîneur, il y a la faute aussi aux joueurs. Lorsque certainement des joueurs ne sont pas dans de bonnes dispositions de jouer, ou ne sont pas dans de très bonnes dispositions, non seulement avec le sport, c'est le mental. Est-ce que parce qu'on apprend qu'il y a des arriérés de 6 mois, de 8 mois, de 10 mois jusqu'à présent, ça complique un peu les données pour Romain Folz n'est qu'une victime. Il n'est qu'une victime parce qu'il vient trouver une crise. Ce n'est pas trop dit, on ne sait pas la crise comme tu le dis. Ce qui est dit de façon officielle. Je suis en train de l'analyser du point de vue extérieur. D'accord, en fait, pas du point de vue interne, mais du point de vue. Je suis un observateur externe du club. Envers les entraîneurs. C'est pourquoi je me dis, à la place peut-être du Orea, j'aurais misé sur ce coup. Pour cette saison-là. Parce qu'envoyer Romain Folz, qui est venu avec 2 assistants, c'est-à-dire un assistant et un préparateur physique, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Dans sa fierté veut montrer attention. C'est ce que n'est pas ce club. C'est ce que je dis. Tous les clubs ont des prédispositions. Tout le monde connaît. Tous les clubs, le plus grand club au monde, le Real de Madrid, même si je ne suis pas supporter madrilène, mais le Real Madrid est aujourd'hui le plus grand club au monde. Mais même entre la direction et Romain Folz, il y a forcément des objectifs à signer, mais après devant la presse, on va lui dire de ne pas mentionner ça, de rester sur peut-être cette position, de dire qu'on cherche le meilleur résultat possible. Bien, nous on a quand même, parce qu'on est des journalistes, on sait un tout peu lire entre les propos, on a dû comprendre cela avec Romain Folz. L'effectif qu'il a trouvé sur place n'est pas l'effectif qui peut l'aider à obtenir quand même une qualification, surtout ça c'est pas possible. On va écouter. Il y a l'effectif. Il y a l'effectif. Il y a que combien de joueurs qui ont quitté? Il y a qui? Vous avez Salif. Vous avez Salif Koulibaly. Vous avez ça dans les bras. Oui. Il n'y a rien à dire. Vous avez Salif Koulibaly, vous avez Ibrahim Ahmed Kondé, vous avez Ibrahim Souma. Non. Il y a qui? Le départ, il y a Moussa. Non, attends, je comprends. Je vous parle par rapport à l'année dernière où il y a 2 saisons. Je vous donne, on parle. Mais les joueurs sont vieillissants, c'est ce qu'il faut comprendre. Un match comme ça, Salif, c'est l'un des meilleurs. Je ne parle pas de Salifou. Vous parlez de qui? Pas de Salifou. Attends, tu as parlé toi-même, tu as parlé de Ibrahim Aminata Kondé. Aminata Kondé, si tu as des bons éléments, tu ne peux pas compter sur lui. Ça c'est clair. Quand Lamine était là, il était relégué même au troisième niveau du banc. Ça c'est clair. Ça parle de l'âge, Salif est plus âgé. Je ne parle pas de l'âge. Vous parlez de l'âge. En termes de rendement, en fait. Il y a l'âge. Non seulement l'âge, mais en termes de rendement sur le terrain. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas. Vous avez Ibrahim Doumbouya alors. Vous avez Mohamed Lamine Fofana piqué. Doumbouya, tu l'as vu? Tu l'as vu combien de fois il était transparent? Non. Le match-là, Nkema Draman, ce qu'il pouvait apporter hier. Aujourd'hui, il n'est pas il est sur le banc. Non, mais c'est ce que je te dis maintenant. Il y a Okansi Mandela. Après, les gens ils vont dire non, il a marqué. Mais le but qu'il a marqué, c'est pas lui travailler là. C'est un ballon repoussé. Un but tout fait. Tout fait. Justement, lui, il n'a fait que pousser le ballon pour aller au fond. Il y a quand même des. Moi, on va vous proposer la dernière déclaration officielle de Romain Folz, sa conférence d'après-match face à l'équipe de Médiama Sporting Club du Ghana.
nous, on a cherché à comprendre un tout peu. Honnêtement, on a l'impression qu'il était dans un projet à long terme avec le Horea de Conakry. On va suivre ça. Je retiens la déception parce qu'on maîtrise 3 mi-temps sur 4 sur les 2 matchs. Il y a une mi-temps où on est à 10 contre 11 et on prend 3 buts sur coup de pied arrêté. Et ça nous coûte la qualification. Mais très honnêtement, sachant le contexte et tout ce qui s'est passé autour des 2 matchs, je peux être très fier de ce qu'ont fait les joueurs aujourd'hui. Ils ont donné leur maximum. Ils n'ont pas eu de réussite, ils ont touché 2 fois les poteaux aussi. Mais félicitations à l'adversaire. L'unique chose que je veux dire, c'est qu'on est désolé surtout pour nos supporters qui ont fait beaucoup de bruit aujourd'hui. On voulait leur donner la qualification. Mais j'espère qu'ils ont au moins apprécié le fait que les joueurs ont donné tout du début à la fin. Mais il nous a manqué une mi-temps sur le match aller pour pouvoir se qualifier. Maintenant, avec l'effectif rajeuni qu'on a, et beaucoup de joueurs qui découvraient aussi un match de compétition africaine, vous pouvez prendre l'exemple du petit Alia Touré qui est rentré en deuxième mi-temps. C'est aussi vu, à mon sens, comme de l'apprentissage. J'entends qu'il y a beaucoup de déceptions, je suis le premier déçu. Mais je peux vous garantir qu'on sera là sur les compétitions nationales, on va gagner ce qu'il y a à gagner ici, et on sera de retour en Ligue des Champions beaucoup plus fort. Si tu as eu l'occasion de regarder les 2 matchs dans leur intégralité, c'est la deuxième mi-temps du match aller qui te fait perdre la qualification. Ça n'a rien à voir avec ce match-là ou la première mi-temps du match aller. Il y a eu des faits de jeu qui font que tu te retrouves à 10 contre 11 à l'extérieur et tu as des situations de coup de pied arrêté que tu négocies mal, mais dans le jeu, tu n'es quasiment pas en danger, à part à la fin quand tu joues à 4 attaquants, mais c'est normal. Mais à part ça, non. Donc ça ne me remet pas en question sur ce qu'il y a à faire au niveau de l'équipe, sur le plan de jeu. Le plan de jeu fonctionne, tu gagnes le match. Mais il y a eu des faits de jeu qui sont passés au match aller qui nous ont coûté la qualification. Maintenant, ce n'est pas des excuses. Félicitations à l'adversaire. Comme je vous l'ai dit, on apprendra de ça et on reviendra plus fort. Le Horea est dans une phase où tu dois te reconstruire. Tu as beaucoup de jeunes joueurs qui montent de l'académie. Tu as le petit, par exemple, Alia Touré, à qui j'ai donné ses premières minutes aujourd'hui, qui a fait une très bonne rentrée. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait pas plaisir. On n'est pas content de ne pas faire la phase de poule. Mais je peux vous garantir que ça va nous rendre plus forts. Voilà, Romain Foltz, messieurs, vous avez compris sa communication, hein, oui, l'équipe rajeunie, l'apprentissage, on va s'imposer sur les compétitions nationales. On a l'impression que lui, il est venu dans l'idée d'être dans un projet à long terme avec le Horea. Oui, il ne pouvait s'attendre qu'à cela avec l'effectif qu'il a, avec tout le problème qu'il y a autour du club, les finances, les joueurs, la ressource humaine, en fait. Donc il ne pouvait que s'attendre à cela et c'est ce qu'il a montré aussi après cette élimination devant les hommes de médias. Moi je pense que c'est vrai ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il a à faire en fait, parce que se projeter sur les compétitions nationales et promettre de revenir en Ligue des Champions africaines et peut-être ce qui n'a pas aussi ce que les téléspectateurs n'ont pas aussi écouté, c'est parce qu'il a dit quelque part qu'ils vont essayer de prendre la tête du championnat, puisque voilà, il faut être champion, il a détrôné le Afia qui est le champion en titre encore de la Ligue 1 guinéenne. Donc pour moi c'est normal que Romain Foltz se projette sur l'avenir, et malheureusement que le chemin s'arrête. C'était sans savoir le sort qu'il attend après ce match-là. Pour faute lourde, c'est ce qui a été dit. On retient ça, même si personne ne voudrait. Moi, j'ai tenté vraiment d'avoir le secrétaire général pour aller en profondeur, mais voilà, ça n'a pas été facile. Romain, on a l'impression qu'il ne s'attendait pas à cette séparation maintenant avec le Horea. Alors pas du tout. En tout cas, il a fait une très bonne communication quand même après l'élimination. Mais comme on l'a dit, ça serait un peu difficile pour nous de s'aventurer, de parler trop de l'interne, parce que lorsqu'on nous parle de foot lourde, on ne sait pas, on parle de quelle foot lourde, parce que si on parlait d'élimination, on l'aurait peut-être remercié pour insuffisance de résultats. Donc on pouvait dire insuffisance de résultats, là on pouvait se dire directement que c'est à cause de l'élimination précoce en Ligue des Champions. Mais quand on parle de foot lourde, est-ce qu'il a manqué du respect à quelqu'un? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, dit quelque chose qu'il ne doit pas dire dans la presse? Est-ce que c'est pourquoi nous sommes dans ça? C'est pourquoi, en tout cas, les dirigeants du Horea, vous savez, d'un club ou d'une entreprise, quand il y a des spéculations, il est important de venir soit démentir
ou confirmer ce qui se dit pour taire beaucoup de rumeurs. Sauf que l'Orient n'est jamais le bon exemple dans ça. Aucun club guinéen. On ne parle pas seulement du Orea. Je l'ai dit tantôt. C'est un peu l'étoile qui illumine les autres clubs. Tous les clubs en Guinée aujourd'hui, si vous avez des problèmes, il est très difficile pour vous. Vous êtes d'accord avec un dirigeant jusqu'à ce qu'il y ait problème au sein de son club. Vous pouvez l'appeler, mais il va vous dire je suis désolé, mais je ne peux pas te dire ça. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés parce que tu as envie de recouper les infos et tu ne peux pas. Et donc, soit l'info n'est pas confirmée et l'info n'est pas infirmée. Et après, toi, tu mets ça en supposition et tu restes à ce niveau. Bien. Romain Folz, donc, n'est plus l'entraîneur du Orea de Conakry. Peut-être que c'est un collège qu'on va mettre là, même s'il faut signaler le départ de Fadiga, qui a été remercié parce que Romain Folz, selon ce qui a été dit dans la presse, n'aurait pas voulu donc travailler avec lui. Nous, on va changer de sujet. On va parler cette fois-ci de la Fédération guinéenne de football. Vous le savez, toutes les instances du football guinéen doivent être, on va dire, renouvelées au partant des ligues, des districts communaux et préfectoraux de football, des ligues régionales, mais également la Fédération guinéenne de football dans son comité exécutif. Justement, la commission électorale a lancé l'appel à candidature à cet effet hier. Nous allons vous proposer ce papier signé par notre reporter qui revient sur les grandes lignes de cet appel à candidature. La commission électorale de la Fédération guinéenne de football lance l'appel à candidature pour les prochaines élections au sein des instances du football guinéen, notamment les districts préfectoraux, communaux, les ligues régionales et le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Pour les préfectures et communes, les candidats ont jusqu'au 9 octobre 2023 pour déposer leur dossier de candidature qui seront reçus par le secrétariat général de la Fédération guinéenne de football via les ligues. Pour les ligues régionales, les candidats ont jusqu'au 15 octobre pour déposer leur dossier. Quant au comité exécutif, les candidatures seront reçues jusqu'au plus tard le 27 octobre 2023. Pour les districts préfectoraux et communaux de football, chaque liste doit être composée des dossiers des candidats qui doivent satisfaire aux exigences suivantes. Être de nationalité guinéenne et résider de manière permanente dans la préfecture ou la commune. Avoir 25 ans révolus à la date des élections. Jouir de leurs droits civiques. Ne pas avoir précédemment été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF et ou de la FGF durant les 5 années précédant la candidature. Pour les candidats au niveau des ligues régionales, chaque liste doit être composée des dossiers des candidats qui doivent satisfaire aux exigences suivantes. Être de nationalité guinéenne et résider de manière permanente dans la région. Avoir 25 ans révolus à la date des élections. Jouir de leurs droits civiques. Ne pas avoir précédemment été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF et ou de la FGF durant les 5 années précédant la candidature. Pour le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, chaque liste doit être composée des dossiers des candidats conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 du code électoral, lit-on dans les documents produits à cet effet par la commission électorale. Cette dernière précise que les dossiers de candidature sont reçus du lundi au vendredi au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football de 9h à 18h. Voilà, on va dire le go est lancé pour cette course, donc sauf que l'analyse qu'on peut faire justement de cette démarche, c'est le délai. Imaginez par exemple les districts qui doivent déposer où les candidats doivent déposer les dossiers de candidature plus tard. Le dernier délai c'est le 9. Le 9 c'est le lundi prochain. Et on va dire ces candidats-là vont passer par leur ligue. Ceux qui sont par exemple loin de Conakry, en Zérékoré. Zérékoré même c'est proche. Parlons de Yomou, parce que quand vous arrivez à Zérékoré, vous avez encore 65 km pour arriver à Lola, vous avez encore 70 km pour arriver à Yomou. Voilà, ça c'est une démarche quand même, à mon avis, qui n'est pas
très, on va dire, réfléchi de la part du CONOR, parce qu'on nous apprend que c'est la commission électorale a fait tout le travail à temps, mais c'est le CONOR qui a un peu retardé sur la communication sur cette procédure. Et ça, c'est très dommage, puisque forcément, certaines candidatures vont venir très en retard, et ça, certainement, il y aura une exception ou des doléances qui seront faites par ces différentes. Ça va être compliqué parce que même, on va dire, le calendrier des élections est communiqué. Donc, tout est calé dans un programme. Ça va être difficile de déplacer. Ça va être très difficile, et là, c'est vraiment très dommage, comme je l'ai dit. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut quand même retenir, c'est un peu un ouf de soulagement par rapport à cette sortie de crise, puisque voilà, on en a un peu quand même trop duré là-dessus. Il y a eu énormément de soubresauts, assez de problèmes liés à cette crise à la tête de la FEGIFOOT. Et moi, je pense que on est vraiment, en tout cas, en train d'aller vers la légalité à la tête de notre football. Et ça, c'est très bien, mais aussi, il faut essayer de mettre tout en place pour essayer de bien faire, parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire. Il ne faut pas se débarrasser de la responsabilité. Il faut essayer de bien faire dans les normes et puis dans toute la légalité, en fait. Mais dans toute la légalité, on espère que tout va se passer dans les règles de l'art pour permettre justement au football guinéen, une fois sorti de cette crise, de faire beaucoup d'années avant de retomber puisque les crises font partie du mouvement sportif. Ça, on ne peut malheureusement rien contre ça. Yagouba, cette démarche quand même du CONOR, si cela s'avère comme quoi c'est le CONOR qui a retardé la communication sur on va dire, ce processus, l'appel à candidature pour les candidats au niveau des districts, au niveau des ligues, je pense que c'est, comme on le dit entre guillemets, ça a tout l'air d'un sabotage. Oui, peut-être que je vais vous décevoir. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Non, aujourd'hui, tu es libre, monsieur. Voilà. Pourquoi je suis là? Voilà. Si je n'étais pas libre, je ne viens pas à votre invitation. Je vous le dis carrément, moi je ne rentre pas dans ce débat. Moi j'estime aujourd'hui que le CONOR est en train de suivre le cours normal des choses, parce que ce qui bloquait avant, c'était l'adoption des statuts, et depuis que les statuts ont été adoptés, en tout cas à ma compréhension, le CONOR est en train de faire le travail, parce que déjà on a appelé l'Assemblée, on a convoqué l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale élective 60 jours avant le 25 novembre, comme le stipule les nouveaux statuts. Donc on a mis en place déjà les commissions électorales et les commissions électorales de recours, et donc on a sorti les comment ça s'appelle. Mais c'est le temps qu'il faut voir, Yagouba, et puis ça coïncide un week-end. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a les organes qui sont en train d'être mis en place de façon progressive. Si vous étiez vraiment, parce que tout le monde savait qu'il y aurait des élections au niveau des districts et des ligues, tout le monde savait ça. On parle d'ailleurs de 61 élections, si je ne m'abuse. Avant donc l'élection au niveau du bureau exécutif. Et donc moi je me dis aujourd'hui que chaque district, au niveau de chaque ligue, tous les candidats étaient déjà prêts. Peut-être que d'autres même... Ça, c'est à votre niveau. Non, je dis, étaient déjà prêts. Peut-être que ce ne serait-ce que peut-être pour venir déposer maintenant. C'est qu'on les demande les pièces à fournir, par exemple. Il y a quelle pièce qui va vous prendre 2 heures pour fournir? Quelle pièce? Non, ça c'est chez toi. Comme à l'intérieur du pays, des fois même avoir le certificat de résidence, parce que le certificat de résidence est demandé. Le certificat est demandé 3 mois. Dis donc, c'est ce que je te dis. Des fois, et puis ça coïncide un week-end. C'est ce qu'il faut voir. Il faut relativiser, Yagouba. Il faut relativiser. Hier c'était un week-end. Hier c'était un week-end. C'est hier qu'on a communiqué. Attention. C'est ce que je te dis. Amidou. Chez nous, à partir après la prière de vendredi, l'administration. Ce que je veux te faire comprendre, quelqu'un qui est à Yomou, hier, cette information est tombée, il va se mettre à chercher. Vous pensez qu'il ne savait pas? Mais dans le nouveau statut, tout est dedans. Mais c'est ce que je te dis. Non, écoutez, peut-être qu'on ne s'est pas compris. Dans les nouveaux statuts, tout est dedans. Si tu sais que tu es prêt pour te présenter comme président de telle ligue ou de tel district, mais tu dois préparer tout ça.
Parce que dès après la mise en place des commissions, on savait qu'on allait venir rapidement au niveau des élections. Parce qu'ils ont même communiqué. Moi, on a reçu par exemple le secrétaire général qui avait expliqué comment tout cela allait se passer. Et donc, il fallait préparer tout ça. Mais un candidat ne peut pas attendre. Je vous dis. Peut-être que c'est un secret, je vous donne, je ne sais pas. Non, mais dans les conditions normales, tous les candidats, tous ceux qui savent qu'ils sont candidats, je vous dis, tous les candidats là sont prêts. D'accord. Tu ne peux pas attendre quand même. Tant mieux. C'est comme comme un élève qui passe le bac. En début d'année. Mais comment? Non, il y a aussi. Je termine. En début d'année, on ne vous donne pas la date exacte des examens. C'est à 2 mois ou à 3 mois qu'on vous donne la date des examens. Tu peux pas attendre. C'est suffisant quand même. Écoutez, tu ne peux pas attendre que le ministère donne la date du démarrage du baccalauréat pour commencer les révisions. Tu commences les révisions dès le début de l'année. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas aller trop dans ces polémiques-là. Aujourd'hui, essayons de pousser le CONOR à respecter ce délai et à faire le travail afin de quitter. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, sur ce que je suis en train de voir, tout porte à croire que le CONOR est en train de jouer son rôle pour nous permettre au soir du 25 novembre prochain d'être en possession de nouveaux bureaux exécutifs. Bien, on tentera de et peut-être voir... les dernières nouvelles, parce que ça vient à peine de tomber, le chronogramme de ces élections est déjà disponible. Oui, mais c'est ce chronogramme. Normalement, les élections vont commencer à partir du 11 de ce mois. Ça veut dire... ça c'est le mercredi prochain. Le mercredi prochain, ça va être un tout peu... Mon problème se situe à partir de là. Parce qu'on a dit que les candidatures sont reçues au niveau des... D'abord, les districts vont déposer au niveau des ligues. Ce sont les ligues qui vont déposer les candidatures au niveau de la fédération. Quelqu'un qui a Zéré Corée, ou même à Farana, ou même à Kindia, des déplacements. Le déplacement. Voilà un peu. C'est mentionné qu'il faut faire par un dépôt physique. Ce n'est pas aussi indiqué dans le communiqué. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas indiqué dans le communiqué. Voilà. C'est un peu paradoxal en fait. Je vous dis, eux ne donnent pas sur leur laurier les candidats là. Ils sont peignés, ils ont tous les documents. Peut-être que d'autres ont déposé d'ailleurs depuis. Peut-être que d'autres étaient même à la porte de la fédération avant le lancement de cet appel à candidature. Peut-être dès le lancement, peut-être que d'autres étaient déjà en ville quelque part dans un café. À moins que ça ne change. Sinon, à ma connaissance, ce sont les papiers physiques qui sont déposés. Voilà, et ça c'est très difficile. Hier, le 5. Et si c'est la reste, hier on était le 5. Parce que hier c'était le 5. Tu prends ta voiture hier, aujourd'hui tu es à Conakry, quelle que soit la localité dans laquelle tu te trouves. C'est aussi facile. C'est aussi facile pour quelqu'un qui est à Conakry. Je te parle de 1000 et quelques kilomètres pour arriver à Conakry. Zéro Corée, c'est 24 heures. Non, pas 24 heures, attention. C'est pas 24 heures. Quel type de véhicule? Vous faites 2 jours. Pour quel type de véhicule? 2 jours. Non, pour quel type de véhicule? Parce que généralement, c'est les bus qui voyagent pour la forêt. Bien. Alors, c'est votre avis, messieurs. Vous étiez à forêt, mais vous n'êtes pas allé par bus. Pardon? Vous étiez allé en par bus. J'étais en mission, mon ami, en mission officielle. Voilà. On va poursuivre cette émission. Ce qu'il faut donc retenir, les candidats pour les districts de football, les districts communaux, mais également les districts préfectoraux ont jusqu'à lundi prochain à 18h pour déposer leur dossier de candidature au niveau des ligues, et les ligues ont jusqu'au 15 de ce mois pour déposer leur dossier de candidature pour la présidence ou le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Le délai butoir va jusqu'au 27 octobre 2023. Sans transition, nous allons parler de l'Académie SOR qui reprend le flambeau du football guinéen dans les mains du Orea de Conakry, seul club qualifié pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une première pour l'équipe de Ratoma qui s'attend à... on va dire, qui connaît désormais ses adversaires de poule pour cette phase de la compétition, messieurs. La régie va afficher le tirage de l'Académie SOR pour nous sur le petit écran. On va tous voir ça dans le groupe B. Le SOR Académie est logé là, en compagnie de Jamalek de l'Égypte, Sagrada Esperança de l'Angola et puis l'équipe de Abou Salem de la Libye. Messieurs, est-ce qu'on peut parler de tirage Clément pour SOR Academy? Pas tirage Clément, moi je pense c'est du 50-50. D'accord. L'Académie SOR. Seule équipe qui fait
qui fait poids, c'est le Zamalek de l'Égypte. Sinon, avec les autres, je ne suis pas en train de les minimiser, mais c'est jouable face à Sagrada Esperanza. Ce n'est pas très connu sur le continent. Abou Salem, pareil aussi. L'Académie Sor, c'est une équipe très joueuse. Moi, je pense que elle n'a rien à perdre. Il faut historiquement, le club intègre pour la première fois les phases de groupe d'une compétition africaine. Et moi, je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Ils vont essayer de jouer et tenter leur chance. Pourquoi pas rêver grand. Bien, Yagouba, est-ce un tirage clément pour l'Académie Sor, première expérience, on se retrouve avec Jamalek de l'Égypte, c'est quand même un gros morceau. Clément, oui et non. D'abord, quand vous êtes à votre première expérience, quels que soient les clubs que vous rencontrez, donc ces clubs ont un plus sur vous parce que vous n'êtes pas expérimenté aujourd'hui. Et on peut dire que voilà, l'Académie Sor a déjà d'ailleurs réussi sa campagne africaine parce que du fait d'intégrer ces phases de groupe qui d'ailleurs aide l'indice du football guinéen, talonné par les Ivoiriens, parce que je vois beaucoup d'Ivoiriens amers contre l'AFAD qui a été éjecté par le club guinéen. Maintenant, si vous regardez dans la poule, on voit le Zamalek, c'est quand même un grand nom du football africain. Et donc ça, on n'en parle pas. Je pense que c'est le favori de la poule. Maintenant, Sagrada Esperanza, c'est un club angolais dont le nom revient quelque part, mais ce n'est pas le plus grand club angolais. Parce que du côté d'Angola, on parle souvent de Petro Atlético et de Primeiro de Agosto, d'ailleurs, qui va jouer la Super League africaine. Et donc, c'est pour vous, peut-être que ça va être le troisième club le plus nanti du côté de l'Angola. Mais maintenant, voilà, il faut aller bousculer l'hiérarchie. Pour être grand, il faut se mesurer au grand. Et donc, l'Académie Sor aujourd'hui n'a aucune pression. La pression est sur les autres. Et donc, il faut profiter de ça pour aller bousculer un peu l'hiérarchie, pour se faire une place au sein de ce groupe. Parce que la quatrième équipe aussi, c'est les Libyens de Abou Salem, donc dont j'ignore complètement. Mais peut-être l'autre avantage, c'est que les Libyens aussi ne jouent pas à domicile, tout comme l'Académie Sor. L'Académie Sor qui ne jouera pas à domicile. Ça va être handicapant quand même pour le club. Non, même après les travaux, on savait déjà que et voilà, au niveau de la phase de groupe, il fallait partir jouer quelque part. Mais si je regarde à un autre niveau, je me dis que c'est tant mieux. Parce que si vous regardez les 2 tours préliminaires que l'Académie Sor a joué, ça joue beaucoup plus en déplacement qu'à l'extérieur. Le premier match contre l'Amicale des Douanes de la Mauritanie, l'Académie Sor a marqué 2 buts à l'extérieur. 2 buts avant de se faire rattraper. Et pratiquement l'Académie Sor méritait de gagner ce match. À Conakry, on a vu c'était un match quand même très poussif de la part des joueurs de la Touma. Contre l'AFAD, malmené à domicile, on ne comprenait rien. 2 buts à 1. Et du côté de Yamoussoukro, parce que le match s'est joué à Yaoundé, comme le disent les Ivoiriens. Et donc 2 buts à 0 en première période. Donc ça explique ce que ça veut dire, parce qu'à Nouakchott, les 2 buts aussi, c'était pratiquement en première période. Donc ça explique, ça veut tout simplement dire que ce club est beaucoup plus à l'aise en déplacement. Est-ce que la pression peut-être de quelques supporters qui étaient au stade empêchait les joueurs d'être un peu relâches, de se donner à fond? En tout cas, je pense que s'il faut aller jouer aussi nos matchs du côté de Bamako, que ce soit à Abidjan ou je ne sais pas, Dakar, au Sénégal, je me dis que ça peut passer. Et donc, aucune pression, ça peut être un facteur positif pour l'Académie Sor. Parce que si, je ne le souhaite pas, mais si le club termine à la dernière place, personne ne peut l'en vouloir. Et donc, il faut profiter de ce statut-là pour aller mettre beaucoup plus la pression sur les adversaires. Bien, sur les adversaires, on va revoir ce tableau pour vous. L'Académie Sor qui est logée dans le groupe B en compagnie de Jamalek, club égyptien qui se fait voir en Afrique, Sagrada Esperanza de l'Angola, mais également Abou Salem de la Libye. C'est une poule, on va dire, pas assez relevée, qui reste jouable parce que c'est deux clubs qui se qualifient justement pour les quarts de finale. Pour moi, l'Académie Sor peut se faire. C'est possible, c'est possible. Il suffit juste parce qu'ils gagnent $400,000. Il faut vraiment booster les joueurs, les mettre dans. Ça peut aider quand même dans le déplacement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas trop souvent,
ce qu'il faut aussi, je ne sais pas si c'est féliciter ou dire merci au ministère des Sports quand même. Effectivement. C'est vrai, quand ça ne fait pas le boulot, on le dit, mais quand ça fait aussi, il faut avoir le courage d'apprécier. Ce ministère quand même qui a accompagné tous les clubs durant ces tours préliminaires. On espère que le ministère aussi va continuer. Qui a pris les billets en charge. 25 billets, et donc avec logement y compris, pour chaque déplacement, parce qu'on sait que se déplacer dans un pays, c'est quand même très très difficile avec les maigres moyens de nos clubs. Et on espère qu'avec ce seul représentant, que le ministère va vraiment aider l'académie seule, parce que c'est extrêmement important. On ne peut pas miser sur les 400 000. C'est le seul ambassadeur maintenant. Donc c'est le seul ambassadeur. Et surtout, nous sommes talonnés par un pays qui est par exemple le Ghana ou le Nigeria. Imaginez, je ne le souhaite pas, si l'académie sort est éliminée en phase de groupe et qu'il y a un club ivoirien par exemple, l'ASEC Mimosas par exemple, progresse en quart de finale, donc ça peut nous talonner. Et donc tout comme les Ghanéens. Donc il faudra faire, et les Nigériens aussi, donc il faudra faire beaucoup attention. Je pense que tout le monde doit s'aligner derrière l'Académie SOR pour permettre au club de faire une très belle campagne. Bien, l'Académie SOR d'ailleurs, dont l'entraîneur Ada Benamar, qu'on espère avoir dans le prochain numéro de cette émission, si tout va très très bien. Messieurs, on va marquer cette courte pause et puis derrière, on va revenir pour évoquer le dernier sujet. Il s'agit de la Coupe du Monde, l'édition 2030 qui va se jouer dans 6 pays, 3 continents, tenez-vous bien. On vous explique tout ceci derrière cette pause. Nous sommes de retour dans l'émission Club des observateurs à retrouver tous les mardis à 18h et les vendredis sur Africa Sport TV, mais également sur africasport.org sous le contrôle technique des frères Jimo Alassane et Yarousséni Baldé qui assure la régie. Messieurs, on va parler de la Coupe du Monde, notamment l'édition 2030 qui va se jouer dans 6 pays, 3 continents touchés. L'Afrique va avoir la chance de recevoir la Coupe du Monde pour la 2e fois avec le Maroc qui fait partie des 6 pays choisis. C'est une première. Une première, comme peut-être celle de 2026. 3 pays pour 2026, Mexique, États-Unis, Canada. Donc 2030, 6 pays, c'est-à-dire on double. Peut-être qu'en 2034, on aura 9 pays. Vous savez, aujourd'hui, la FIFA, que ce soit la FIFA ou l'UEFA, sont dans une sorte de réforme au niveau du football, parce qu'on a vu d'ailleurs l'Euro, le championnat d'Europe qui était à 16 qui est venu à 24, l'Afrique a emboîté les pas, nous sommes venus à 24 aussi, et on a vu que lors du dernier championnat d'Europe, on a joué quand même dans beaucoup de villes, dans 6 villes du continent européen, Rome, Londres, partout, un peu partout, et donc ça donne peut-être la FIFA aussi à réfléchir. Maintenant pour la Coupe du Monde de 2026, on a donné à 3 pays, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis. Pour 2030, il y avait beaucoup de candidatures. Peut-être pour ne pas frustrer, peut-être qu'on donne à ces... C'est le centenaire aussi de la Coupe du Monde. Exactement, c'est le centenaire. Ça a commencé à Uruguay en 1930. C'est pourquoi on veut faire revenir, on veut faire revenir ça à Uruguay. Même si Maroc se positionne déjà
sur la finale, parce que si je ne m'abuse, les premiers matchs se joueront... Les 3 premiers matchs vont se jouer en Argentine, Paraguay et en Uruguay. Maintenant, le reste des matchs Maroc, Espagne, Portugal, et la finale est prévue en Espagne. Tout est. Je pense que, voilà, maintenant, ça serait un peu difficile quand même pour les observateurs, pour les journalistes de se déplacer, sur tout ça. Parce que s'il faut, par exemple, si votre équipe joue en Argentine les premiers matchs, et qu'après, il faut quitter l'Argentine pour venir au Maroc, pour suivre la demi-finale ou les quarts de finale. Et donc, vous voyez, ça devient beaucoup plus pour les autres, parce que je ne parle pas des délégations officielles des joueurs. Ça, c'est pris en charge par la FIFA. Mais quand il s'agit des supporters, quand il s'agit de d'autres, donc ça va être compliqué. Et ça peut jouer sur l'affluence des stades. Parce que la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde dernière, on a vu que c'était quand même une des meilleures affluences. Pourquoi? Parce que non seulement ça s'est joué dans un même pays, c'est-à-dire au Qatar, et le Qatar c'est un petit pays, c'est pratiquement dans une seule ville que la Coupe du Monde s'est jouée. Donc ce qui veut dire que tu pouvais suivre le match de 15h, après ce match, prendre rapidement le train, aller suivre le match de 19h, parce que c'est un petit pays. Et donc imagine s'il faut quitter Argentine, venir au Maroc, c'est combien d'heures de vol avec des escales, donc ça devient plus compliqué pour tout ça. Et donc c'est ce côté qui m'intrigue un peu. Est-ce que ça ne va pas jouer sur l'affluence quand même de tout ça? Un pays pauvre comme voilà, des pays qui ne sont pas trop nantis, des pays en voie de développement, j'ai envie de dire, comme la Guinée. Non, comme la Guinée par exemple, si on se qualifie, si on doit jouer notre... Non, l'État guinéen aussi n'est pas pauvre jusqu'à ce point. Si on doit jouer les phases de groupe au Maroc, après qu'on nous dit qu'on doit jouer les quarts de finale en Argentine, donc prendre toute cette délégation avec de combien de supporters envoyés en Argentine, après revenir encore sur le Maroc, ça donne des dépenses. Et donc c'est pourquoi je me dis que ça peut jouer sur l'affluence peut-être dans les stades. Bien, est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'aider les petits pays qui ne peuvent pas recevoir à eux seuls toute une compétition de la Coupe du Monde? Tous ces pays-là peuvent organiser. Le Paraguay peut organiser une Coupe du Monde. Non, je ne pense pas. Le Paraguay est miné par une pauvreté. La Coupe du Monde quand même, voilà, la plus prestigieuse compétition. Si le Maroc peut organiser, comment le Paraguay ne peut pas? Non, il ne faut pas comparer ces deux équipes. Non, le Paraguay, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Amérique du Sud. Il ne faut pas quand même l'oublier. Il y a dans 3 pays, le basketball, c'est joué dans 3 pays, Japon, Philippines, Indonésie. Récemment, il y a de cela quelques mois. Et donc aujourd'hui, il y a aussi des politiques qui seront réadaptées pour essayer de remédier à tout cela. Mais c'est vrai, lorsqu'il y a... C'est en tout cas très difficile de voir une Coupe du Monde, un match de Coupe du Monde sans affluence. C'est très difficile. On ne parle pas cette fois de la CAN. C'est la Coupe du Monde, ça génère... Voilà, c'est la Coupe du Monde, ça génère les droits à télé, l'affluence énormément. Donc moi je pense que c'est très difficile de voir une rencontre de Coupe du Monde. Je vous donne un exemple. Avec moins de supporters. On parle d'une Coupe du Monde très bien réussie au Qatar. On sait que c'est un pays nanti. Déjà, la superficie. D'ailleurs, on peut dire que cette Coupe du Monde s'est jouée à Doha. À Doha, oui, effectivement. On peut dire que ça s'est joué à Doha, pas dans tous les... Parce que entre les stades, si vous regardez, il n'y a pas assez de distance. Donc ça s'est joué dans un petit périmètre qui vous permettait de suivre, d'ailleurs, si vous voulez, les 3 matchs du jour ou 4 matchs du jour. Donc ça c'est un. Et 2, avec leur politique, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont mis quelle politique en place? Donc il y avait quand même des moyens de transport qui étaient gratuits pour permettre aux supporters de se déplacer d'un point A à un point B. Et donc après le match, tu pouvais venir par exemple à la gare où il y a des autobus, t'embarquer pour aller suivre l'autre match. Et donc il y a tous ces facteurs. Mais ça c'est le Qatar. C'est un pays quand même très nazi. Un pays qui a des moyens quand même de rénonciation parce que c'est un pays musulman. Il fallait voilà. Non, je vous dis, il y avait la tête de rentabilité. Regardez, les Qataris qui n'avaient pas beaucoup d'argent étaient obligés de venir même en Afrique ou dans quelques pays recruter pour aller travailler dans les hôtels parce qu'ils étaient en manque de personnel. Et donc tout ça, parce que c'est un pays pas grand par la superficie, mais c'est un pays riche. Ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, si c'est un pays entre guillemets pauvre qui ne peut pas faire tout ça, et donc s'il faut prendre combien mille pour
avec combien de mille pour aller dans un autre pays suivre un match. Et donc, vous voyez combien de fois ça fait jouer. Sauf qu'il faut préciser que ce sont quand même des délégations officielles qui vont y arriver. Non, seules les délégations officielles, attention, seules les délégations officielles ne peuvent pas remplir un stade. Pas que ça, je ne parle pas de ça. Il y a des délégations, effectivement. Prenons par exemple en Argentine. En Argentine, par exemple, on peut dire c'est la Coupe du Monde. Il y a par exemple les Philippines qui sont qualifiées, qui affrontent le Burundi. N'oublie pas aussi autour de ces pays, il y a des pays voisins qui aimeraient voir les matchs en direct. On vient... Parce que si le groupe, par exemple, il y a des stars dans le football, il y a des stars. Si par exemple la poule du Portugal, par exemple, reste au Portugal, vous savez qu'il y a des Argentins ou même qu'il y a des Uruguayens qui sont capables de laisser l'Uruguay là-bas à Montevideo, là-bas, prendre leur vol pour aller séjourner au Portugal pour ne serait-ce que voir Cristiano Ronaldo jouer. Mais moi, je pense que la FIFA remplit vraiment de ressources humaines qualifiées pour pouvoir... Non, on parle de l'affluence. Non, c'est de ça que je parle, parce que cette affluence va être amenée en fonction de la programmation des matchs aussi. Donc, ils vont tenir compte elle met aussi son argent, ces différents pays organisateurs mettent leur argent en jeu. Il y a aussi ça. Moi, j'aurais aimé quand même qu'on donne, par exemple, comme l'a fait la CAF, à des pays voisins. Par exemple, on pouvait dire, bon, cette année, Portugal-Espagne. Mais sauf que qu'on laisse, comme c'est le centre, on veut faire plaisir à l'Uruguay, qu'on laisse carrément en Amérique latine. Non, Argentine, par exemple. C'est les 3 premiers matchs qui vont se jouer. Ça veut dire que chaque pays va recevoir un match. Donc le reste va se jouer entre le Portugal, le Maroc et l'Espagne. S'il y aura déplacement, il n'y aura qu'un seul déplacement. Qu'un seul déplacement pour les 3 premiers matchs. Et puis le reste, on revient entre Portugal, Espagne et... Ça sera fini. Voilà, ce sera fini. Moi, je pense que ce n'est pas mal en soi, parce que ça va permettre... Pas cette édition qu'il faut voir, mais à la longue, si la Guinée peut recevoir 2 matchs de Coupe du Monde chez nous et qu'on soit capable de réaliser un ou deux terrains. La Guinée ne peut pas être, quand même s'il y a la volonté, incapable de mettre en place un stade flambant neuf pour recevoir 2 ou 3 matchs de l'Académie sorgira à Bamako ou au Sénégal. Ça, je sais déjà. Bien, messieurs, comment on arrive pratiquement au terme de cette émission de ce soir, mais je veux vous entendre sur la programmation de la reprise de la saison de football en Guinée le 12 novembre. On va jouer quoi? On va jouer un mois et demi. C'est bien réfléchi. Oui. Parce qu'il faudra voir à l'arrivée. Non, on devrait d'ailleurs. Non, on devrait cette année, la saison surpassée, on a terminé au mois de mai. Non, l'exercice passé, on a terminé au mois de juin. Si on commence en novembre, à quel moment on va terminer? Non, ce que je dis, on devrait normalement plutôt commencer peut-être au courant octobre. Mais vous savez, c'est la Ligue. Il n'y a pas de moyens aujourd'hui. Ils sont en train de se chercher un peu partout pour trouver des sponsors et pour trouver des moyens afin de faire jouer. Parce que ça, on parle de la Ligue 1. On n'a pas touché la Ligue 2 parce qu'il y a d'ailleurs les 2 promus normalement qui doivent rejoindre la Ligue 2 qui ne sont pas connus parce qu'il n'y a pas eu le championnat de la division de la Ligue amateur. Maintenant, pour la Ligue 1, ce que j'ai envie de dire, il y aura forcément une pause. Et donc, on va jouer peut-être jusqu'en début janvier. On va laisser une pause pour la Coupe d'Afrique. Après, on va revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup de stades. Contrairement aux années antérieures. On a, par exemple, à Conakry, le stade 28 septembre. Si, pour le moment, on ne peut pas tenir compte de ça. Le stade de Nongo, on va la lever. Mais l'annexe du stade 26 peut accueillir des matchs. Oui, parce que l'année dernière, c'est les matchs de Ligue 2 qui se sont joués là-bas. Maintenant, est-ce qu'on va remplacer les 2 stades-là, c'est-à-dire le stade 28 septembre et le stade de Nongo par le stade de Koléa et le stade annexe pour ne pas perdre la programmation? Parce qu'avec le stade annexe, le stade de Koléa, le stade de la Mission, le stade Petit Souris, ne serait-ce qu'à Conakry, plus le stade de Kamsar et le stade de à l'Abbé, on n'ira pas jouer en Ligue 1. À l'Abbé, on va jouer là-bas. Non, ça va occasionner. Il n'y a aucun club de Ligue 1 dans la région. Je m'en excuse. On ne peut pas prendre quand même. J'avais oublié que l'Oréal de Conakry allait jouer. Non, j'avais oublié que le Félo était malheureusement relégué. Mais donc, avec 7 stades, je pense qu'on peut jouer 2 journées par semaine. Et donc, parce qu'on nous apprend qu'au stade Kankoumoussa de Sigiri aussi, on est vers la fin de la pause. Donc, avec 7 stades, on peut jouer 2 journées par semaine. Et donc, si on prend les semaines, c'est-à-dire
du 12, c'est-à-dire mi-novembre, jusqu'à S'il n'y a pas d'interruption. S'il n'y a pas d'interruption, je me dis qu'on peut peut-être aller jusqu'à la 7e ou 8e ou 9e journée pour après reléguer tout ça. Parce qu'avant, ce qui inquiétait beaucoup, c'était ce problème de stade. Oui, monsieur, un mot avant de clore l'émission. Non, je disais que c'est bien réfléchi. Il y a aussi, Kindia. Ouais, il y a Kindia aussi. Qui a deux. Ouais. Qui a deux clubs en Ligue 1. Oui, il y a le Louba et Gangan. Ouais. Bon, moi je reste sur ma fin par rapport au respect de cette date, puisqu'il y a toujours des changements de dernière minute. Voilà, problème de sponsor. On parlait même de on sait comment la dernière fois. de subvention de l'année dernière. Voilà. La Ligue 1 et en Ligue 2, je crois. La Ligue 2 les finances étaient au rouge et les clubs ont tiré le diable par la queue pour finaliser cet exercice. Et moi je reste encore sur ma fin par rapport au respect en tout cas de cette date du démarrage de la Ligue 1. Bien, en tout cas la Ligue la communiqué. D'habitude on parlait souvent de date indicative, mais là on ne parle pas de date indicative parce que moi j'ai vu quand même, j'ai chopé un courrier adressé à un club, donc où on dit que la Ligue a l'honneur, la Ligue a l'honneur d'informer avec élégance. Voilà, voilà comment nous on arrive au terme de cette émission de ce soir avec justement cette joie sur les lèvres en espérant que l'exercice 2023-2024 va démarrer en football, notamment le 12 novembre prochain, comme l'a annoncé ce soir la Ligue guinéenne de football professionnel, malheureusement qui crie au manque de moyens pour organiser la soirée de distinction. Peut-être qu'on ira vers. Est-ce qu'il y aura cette soirée? Non, il n'y aura pas de soirée parce que j'ai lu le président. Apparemment, il n'y a pas eu de remise aussi officielle. Il n'y a pas de champion de pour le AFIA. On va creuser en profondeur. Ce que je n'ai pas aimé, c'est ce facteur que je n'ai pas aimé. Vous êtes champion, vous avez un match de la dernière journée chez vous, mais pourquoi ne pas envoyer le trophée? Mais s'il n'y a pas de trophée, voilà le problème. Quand même. La Ligue n'est pas pauvre à ce point. Monsieur, merci beaucoup. Merci, on se reprendra dans un autre numéro pour parler de ça. Merci d'être venu, Bayo Alali, shérif de Foot 224. C'est un très grand plaisir. Merci à Yagouba Diallo de Maxi Sport 224 et de Film Guinée. Merci. Film FM. Merci. La régie a été tenue par le duo des frères Jimo, Alassane et Aloussine Baldé. Moi, c'est Amidou Kibola. Si Dieu le voudra bien, on se donne rendez-vous mardi prochain dans un autre numéro du Club des Observateurs. Portez-vous bien, bon week-end. Et puis, vous pouvez avoir des infos sur notre site internet, le www.africasport.org. Les infos de l'Afrique et celles en provenance de l'international. Merci.